Et avec nos républicains du jour, on vous les présente, ces républicains du mardi. D'abord Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, bonjour à vous. Bonjour. Il y a également Catherine Evrard, présidente d'un cabinet de chasseurs de tête, CE Consultant, bonjour. Patrick Vignal, député de La République En Marche, venu porter la bonne parole. Et avec encore une chemise incroyable. C'est celle qu'on lui a offerte pour Noël, celle-là. Avec des mains tendues pour 2018. Des mains tendues sur la chemise. Ouais. Ah bah voilà, on va voir. Pas pour nous donner une claque. Non, ça c'est sûr, vous énerve. Nous sommes gentils chez Macron, vous savez, la bienveillance en même temps, Roselyne. D'avoir des Français qui posent un débat et qui feront un point fin 2018, début 2019. Et ça, c'est une sagesse et ça, c'est important. Est-ce que vous prenez le temps, Nathalie Arthaud? Est-ce que vous prenez le temps de laisser quitus, de laisser donner sa quitus chance au président, de dire que les résultats ne sont pas pour tout de suite, s'il y a le résultat? Ah non, moi je crois que les résultats sont bel et bien là pour une frange de la société, pour la minorité la plus riche, effectivement, a de quoi se réjouir des réformes de Macron. Et puis, ces réformes se traduisent déjà pour eux en espèces sonnantes et trébuchantes. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de retraités qui voient qu'ils ont 20, 30, 40 euros en moins sur leur pension de retraite. Je sais qu'il y a des salariés aujourd'hui qui sont menacés dans leur emploi, ceux de Gemalto, ceux de Valourec, on en parle un petit peu moins. Bon, j'oublie... il y en a pas mal, oui, c'est sûr. Sur les Pinky, PSA... Pinky, PSA, bon, et puis il y a tous ceux qui de toute façon n'arrivent pas à vivre avec leur salaire qui est indigne. Alors, donc voilà, pour les classes populaires, ce qu'on voit, c'est que ça continue la galère et qu'il n'y en a effectivement que pour les plus riches. Alors évidemment, c'est plein de chiffres. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'il faut arrêter de parler des riches, parce qu'ils payent un maximum de toute façon. On va parler des riches tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est cette étude de l'OFCE qui fait polémique. Patrick Vignal, il n'est pas de gauche, le président. 7% des Français seulement. Une pierre dans votre jardin. C'est pas mon principal objectif qu'il soit de gauche, de droite. Moi, je l'ai élu pour qu'il redresse la France. Je l'ai élu parce que je pense qu'il n'y a pas de réalité sociale s'il n'y a pas de réalité économique. Depuis 30 ans, on vit au-dessus de nos moyens. On a un président aujourd'hui qui a un cap, qui a une ligne. Faisons-lui confiance. Enfin, il avait dit « je suis de droite et de gauche » pour les Français, il n'est pas de gauche. On est bien d'accord. Moi, je pense sincèrement que dans la vie, il y a des gens de gauche et de droite. Mais tout a explosé, ça ne vous a pas échappé. Vous êtes d'accord, madame et moi? Tout est explosé. Les partis politiques. Elle est de gauche. Non. Mais tu es d'accord? Le gouvernement de gauche a fait une politique de droite pour le patronat. Et qu'effectivement, on ne voit absolument plus la différence. Je vais vous faire une confidence. Quand j'étais avec mon ami François Hollande, j'étais un homme de droite. Avec Emmanuel Macron, je suis un homme de gauche. Et pourtant, je n'ai pas changé mes valeurs et mon investissement. Donc, vous avez compris qu'on traverse quand même beaucoup de turbulences politiques compliquées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'économie redémarre. Ce qui m'intéresse, c'est de faire baisser le chômage. Ce qui m'intéresse, c'est que l'ascenseur social redémarre. Donc, oui, je m'interroge comme vous sur l'ISF. Ça m'a gêné, l'ISF. Je veux savoir si les gens à qui on redonne un peu d'impôts vont l'investir en France pour redémarrer l'économie. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et on fera le point dans quelques temps. Écoutez, l'économie a redémarré. Elle a redémarré pour Sanofi, pour PSA, pour Renault. Vous avez vu les chiffres qu'ils indiquent? Mais même aussi pour des petites entreprises, soyez honnêtes. Elle a redémarré pour d'accord ou pas une frange. Pour l'ensemble. Mais justement, elle a redémarré effectivement pour ces grands groupes du CAC 40 qui affichent des profits, mais qui sont insolents. Mais pour les travailleurs, pour les chômeurs, pour les retraités, l'économie n'a pas redémarré. Je peux vous dire que pour eux, c'est comme hier. Et même ça s'aggrave parce que plus le chômage dure, plus il est difficile de vivre pour toutes les familles. Plus les dettes s'accumulent, plus on a la tête sous l'eau. Et quelle est votre solution? Taxer encore plus de capital? Continuer à faire partir les gens à l'étranger? Est-ce que vous trouvez normal que, par exemple, toutes les banques qui annoncent des 4, des 5, des 6 milliards de bénéfices suppriment des emplois, des milliers d'emplois, ferment des agences au prétexte qu'elles sont moins fréquentées et que finalement ça leur coûte un peu cher, etc. etc. Vous trouvez normal que des entreprises... c'est Tupperware, je cherchais Tupperware tout à l'heure, c'est un grand groupe mondial,
qui fait des bénéfices, il ferme une usine dans un coin qui est déjà sinistré, qui est à l'écart des grandes villes, etc. Donc, mais madame, moi je me bats pour le petit commerçant, je me bats pour l'artisan, je me bats pour des PME, je me bats contre Lactalis, qui en ce moment n'est pas capable de sortir les 12 millions de boîtes et qui n'est pas capable de montrer sa comptabilité. Et là, oui, je suis d'accord avec vous, mais moi je vous parle de la France qui travaille, non, mais c'est toujours de l'artisan, du commerçant, on met en avant les artisans, les commerçants, les petits, etc. C'est cela qu'il faut aider, madame. C'est la plus grande entreprise de France. Mais c'est pas cela que vous aidez. C'est pas cela que mais je suis désolé. Cela aussi, on les aide. Quand ils suppriment l'impôt sur les fortunes, quand ils suppriment y compris les cotisations sociales, quand ils baissent les cotisations sociales, c'est pas l'artisan qui a un salarié ou qui en a deux qui en profite le plus. Vous avez été contre le CICE, le pacte de responsabilité, vous avez été contre, alors que c'est grâce à Hollande que l'économie redémarre. Je l'assume puisque j'ai fait un passage de Hollande à Macron. Moi, je vous demande une chose. Non, on les laisse, c'est bien. Oui, c'est qu'on a décidé qu'on allait ouvrir un peu le débat. Attendez, faisons le point dans un an. On verra le nombre de chômeurs qui aura baissé. Vous êtes d'accord ou pas? Je suis d'accord. Attendons. Faisons enfin une vous demandez si elle est d'accord et vous parlez à sa place. Voilà, je suis d'accord que j'ai du mal à parler. Non, on est passionné. Catherine Novard. On va vous passer la parole. Juste quand même. Le CICE, c'est 41 milliards qui n'est pas entré dans la caisse de l'État. C'est 41 milliards. Oui, mais comme on avait beaucoup augmenté les cotisations. Transformé en emploi, c'est 1 million d'emplois. Catherine Novard. On ne l'a pas vu. Écoutez, en ce moment, je suis désolé. Oui, et puis je pense qu'il y a énormément, en effet, de petits artisans qui sont pour l'instant très, très prudents et dans l'expectative. Juste une parenthèse avant d'aller sur les chiffres de l'OFCE. Une petite parenthèse tout de même, dans la loi travail, il y a eu une chose qui montre que ce sont surtout les multinationales qui sont aidées. C'est le fait qu'aujourd'hui, une multinationale peut licencier dans une usine parce que la filiale, on prétend que la filiale a des problèmes, mais on ne regarde pas les chiffres que fait la multinationale dans son ensemble. Et ça pose un énorme problème. Juste après. Et ça, je suis d'accord avec madame. C'est pareil partout dans le monde. C'est une spécificité française. Sauf que c'est extrêmement problématique et qu'en effet, le libre-échange est généralisé dans le monde et je ne pense pas que le monde se porte bien. Mais juste une chose, il faut regarder les chiffres. Du coup, l'argumentation, c'est de dire, comme on a cette réglementation particulière, ils ne viennent pas chez nous. Oui, enfin, ils y étaient quand même chez nous. Il y en a des multinationales, mais simplement, là, elles vont pouvoir licencier. Mais juste, les chiffres de l'OFCE sont très intéressants parce que c'est 5% par 5%, tout à l'heure, les tranches de la population. Alors, on y revient. C'était pour répondre sur la question de savoir si Emmanuel Macron faisait une politique pour les riches. C'est effectivement un débat qu'on abordera tout à l'heure. On va y revenir. Parce que moi, je suis d'accord sur les ordonnances travail. C'était pour les petits artisans? Non. On essaie de faire chiffre par chiffre. Il y a beaucoup de chiffres. Pour les artisans. Pardon, Nathalie Arthaud. La rupture. Pardon, Nathalie Arthaud. Le plafonnement des indemnités prud'homales. Il y a beaucoup de chiffres ce matin. Une réforme pour les petits groupes. Il y a beaucoup de chiffres ce matin entre ces conclusions. Et celle de Jean-Michel. Des Français, c'est prioritaire ou important. Et en deuxième, justement, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. Nathalie Arthaud, on voit que le régalien, c'est aujourd'hui une dimension prioritaire pour les Français. Alors, presque devant l'économie et le social. Oui, mais je voulais quand même revenir sur le pouvoir d'achat, puisque vous avez lancé un tour de table sur le pouvoir d'achat. Vous voyez que vous n'êtes pas en phase avec les priorités des Français dans le Figaro. Vous savez, les priorités, c'est aussi celles qu'on met en avant. Ouais. Et que l'actualité, et sur lesquelles les gouvernements mènent leur politique et leur propagande, je dirais. Et parce que sur cette histoire de pouvoir d'achat, regardons quand même dans le détail. Bon, on a déjà parlé des retraités, y compris modestes. Un retraité qui est au-dessus de 1 200 € par mois va voir sa pension de retraite diminuer. Alors qu'il compte chaque euro. À cause de la hausse de la CSG. À cause de avec la CSG entre 20 et 40 euros, mais il ne paiera pas de taxe d'habitation, madame, vous le savez. Excusez-moi, je peux terminer quand même. Bah non. Voilà. Alors, déjà, ça, je trouve que c'est vraiment une ignominie. Une ignominie quand on sait que beaucoup font attention pour se chauffer, pour manger, pour se faire des petits plaisirs, tout simple. Bon, deuxièmement, l'augmentation qui est présentée comme une super augmentation de salaire, par exemple, pour les bas salaires. J'ai regardé, et puis les chiffres ont été donnés, à 1 500 € par mois. Donc la personne va avoir une augmentation du salaire net de 20 €. 260 € par an. Nous disent les ministres, parce que 260 €, ça fait tout de suite mieux que 20 €. 260 € par an. C'est 260 € par mois qui seraient nécessaires pour vraiment sortir la tête de l'eau. Et en plus, cette augmentation de salaire, je veux juste finir là-dessus, c'est vraiment, c'est incroyable parce que c'est une invention assez extraordinaire, parce que c'est une augmentation de salaire qui n'est pas payée par le patronat. C'est une augmentation de salaire qui, au bout du compte, est payée par nos parents,
par nos grands-parents. Parce que vous savez, ça joue justement, on baisse d'un côté les cotisations sociales, on augmente de l'autre un peu moins la CSG, mais on ne compense pas pour les retraités. C'est pour rendre l'économie plus compétitive, normalement. C'est quand même assez incroyable. La petite augmentation de salaire, la petite aumône qui va nous tomber là-dessus, ça va pas assez loin. Il va pas assez loin, le président, là-dessus. Moi, je trouve qu'il va pas assez loin, justement. Excusez-moi. Faisons payer encore plus les pauvres. Quand vous parlez des petits, on leur a enlevé la taxe d'habitation. Il y en a chez combien de pourcents qui ne payent pas d'impôts. On leur a pas enlevé la taxe d'habitation. Et cette taxe d'habitation, on va la payer de toute façon, d'une autre façon. La classe supérieure qui se voit, alors là, les retraités, ça fait 45 ans que je travaille, ma chère madame. Le contraire, c'est les plus riches qui vont être regardons les chiffres dont vous nous parlez, par les réformes de Macron. Puisque vous êtes dans la lutte des classes les uns et les autres, allons-y pour reprendre donc cette étude de l'OFCE, étude publiée par le journal Le Monde hier, qui nous apprend quoi, journal Le Monde d'hier mais daté d'aujourd'hui, qui nous apprend quoi, que dans un premier temps, en tout cas, la politique d'Emmanuel Macron, elle semble favoriser plutôt effectivement les classes aisées. Les 5% les plus riches vont voir leur niveau de vie augmenter de 1,6%, c'est ce que dit l'étude, plus 1,6% du niveau de vie pour les 5% les plus riches, même si c'est un vocable qui rassemble beaucoup de choses. Est-ce que c'est les revenus, est-ce que c'est le patrimoine, on ne sait pas trop, donc les plus riches entre guillemets, disons. Alors que dans le même temps, le niveau de vie des plus modestes doit reculer de 0,6% en moyenne. Voilà ce que dit précisément cette étude, plus 1,6 pour les 5% les plus riches, moins 0,6 pour les 5% les plus modestes. Le biais de l'étude est que... Ce sont les grands gagnants. C'est eux qui vont voir leur niveau de vie augmenter le plus. Attendez, je termine. Sur la fortune. Les 5% les plus pauvres voient leur niveau de vie augmenter très peu. Pourquoi ? Parce qu'en effet, ce sont ceux qui ne payent pas d'impôts, qui ne peuvent pas bénéficier des augmentations de salaire. Et en revanche, s'il y a des augmentations de taxes sur le tabac, taxes écologiques, ils en prennent un peu. Donc ils payent des impôts quand même. Hein, je le fais quand même remarquer. Ils payent des taxes. Voilà. C'est un impôt indirect. C'est un impôt. Et d'ailleurs, les recettes de l'État sont de plus en plus remplies par ces impôts indirects. Si je peux juste terminer l'observation du graphique, si on exclut ces deux extrêmes, que se passe-t-il ? La perspective change. Parce que là, en effet, les seuls qui vont voir leur niveau de vie baisser, ce sont les 10-15% les plus riches. Si on exclut les très très riches, c'est-à-dire que c'est une politique non pas pour les riches, mais pour les très très riches, c'est-à-dire ceux qui ont des capitaux. En fait, ceux qui ont juste un salaire, qui donc ne peuvent pas partir à l'étranger, ceux-là, c'est eux qui vont payer. En revanche, ceux qui ont des capitaux et qu'on veut faire revenir, parce que sinon ils font le chantage au départ, ceux-là ont des cadeaux. Et après, sur le reste, on s'aperçoit que finalement, les classes moyennes vont y gagner, mis à part ceux qui sont juste en dessous des seuils sociaux, des seuils de minima, ou juste au-dessus, pardon, juste au-dessus. C'est-à-dire ceux qui sont assez riches pour payer, mais quand même suffisamment pauvres pour avoir des difficultés. C'est ceux-là et les très riches qui ont des difficultés. Après, il y en a qui sont aidés, il y en a qui... C'est déjà pas mal, moi, je trouve. On est d'accord, c'est cohérent et la politique, c'est de réduire la pression fiscale pour les gens qui peuvent investir. Ce que je vous disais, madame, c'est un pari que l'on fait. Depuis 30 ans, il n'y a rien qui fonctionne. Essayons ce pari, donnons les clés à l'entreprise. Il n'y a pas que des entrepreneurs qui ont envie de flageller leurs collaborateurs. Je suis d'accord avec vous, vivre avec 1 200 € aujourd'hui, c'est indécent. Moi, j'aimerais que le SMIC soit à 3 000 €. J'ai une entreprise. J'aimerais que mes collaborateurs ils aient 3 000 € par mois. J'aimerais qu'ils aient une accession à la propriété. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut à la fois baisser les charges, il faut même aller plus loin, il faut redonner la confiance aux Français. Moi, j'ai une expérience précise dans ma circonscription. Un agriculteur qui veut construire son hangar et la DDTM de l'Hérault, ça fait 1 an qu'il le poursuit parce qu'il met des panneaux photovoltaïques. On lui dit c'est pas intégrer l'environnement. Lâchons un peu les Français, lâchons l'entreprise, donnons un petit peu une envie aux gens d'entreprendre. Et c'est pas contradictoire. Je n'ai pas de salariés, j'ai des collaborateurs. Ce sont les collaborateurs qui font l'entreprise. Par contre, je suis prêt à me battre avec vous sur Google, sur Amazon, sur Alibaba, qui ne payent pas d'impôts en France. C'est cela. Je suis prêt à me battre avec vous sur les 40 à 80 milliards d'évasion fiscale qui partent chaque année. Je suis prêt à venir avec vous, avoir des fonctionnaires qui aillent contrôler tous ces gens qui gagnent du pognon en France et qui vont le mettre dans les paradis fiscaux. Là, on devrait s'attaquer. C'est là le vrai problème. Cette accusation de Macron, président des riches, c'est une accusation qui est portée depuis plusieurs mois maintenant contre le gouvernement et le président de la République. Donc ils ont l'habitude, des ministres, de répondre là-dessus. Écoutez l'argumentaire habituel. Je voudrais aussi tordre le cou à une idée qui en ce moment
fait fureur. Il y a soit de l'incompréhension, soit parfois, je ne pense pas du tout que ce soit le cas du monde, de la mauvaise foi. Ça n'est absolument pas un gouvernement pour les riches quand il donne les moyens à l'école d'aller dans les quartiers les plus difficiles de France. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, avoir une politique pour les riches. Ce n'est pas un budget pour les riches quand nous augmentons l'allocation adultes handicapés. Donc je pense qu'il faut sortir de la caricature. Vous répondez quoi, Nathalie Arthaud? Et qu'il est effectivement le président des riches jusqu'au bout des ongles. Voilà, par sa politique, par son arrogance, par... On nous parle... C'est un procès d'intention par son arrogance. Mais les minima sociaux ont été augmentés tellement peu que cela ne va même pas couvrir l'augmentation des taxes indirectes. Cela ne va même pas couvrir l'augmentation du prix de l'essence, du tabac. Et par ailleurs, quand vous expliquez que la taxe d'habitation va être supprimée et que ça va être quelque chose qui va permettre à tout le monde de souffler, ça aussi, c'est une escroquerie. Parce que cet argent, et vous le savez pertinemment, parce que vous êtes un élu, effectivement, c'est que l'argent qui manquera dans les collectivités locales, eh bien, elles vont chercher à le récupérer d'une autre façon. Ou alors, elles vont supprimer des dépenses publiques qui sont essentielles. Oh là, il y a de la marge. Il y a de la marge dans les collectivités locales. Mais parce que je pense aussi parce que les gaspillages, le pouvoir d'achat, y compris des plus modestes et du monde du travail, est aussi compensé par le fait d'avoir accès à une cantine, par le fait d'avoir accès à des aides, le fait de pouvoir se soigner correctement. Tout ça va reculer parce que justement, il va manquer, il n'y aura plus l'argent pour le faire. Et voilà comment on va payer les équipements collectifs, les antennes dans lesquelles il y a personne. Quand j'entends cette discussion qui dure quand même depuis des années, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, j'aime mon pays, je veux que ça aille mieux, regardons l'Europe. Écoutez, redonnons le moral aux troupes, remettons-les au travail et vous verrez que tout ira bien. Oui, enfin, remettons-les au travail. Mais il faut encore faut-il créer de l'emploi. Parce que la seule question qui vaille, c'est est-ce que tout ça va permettre de recréer de l'emploi. On va le voir. Or, il me semble, mais peut-être que je me trompe, que la seule façon de recréer de l'emploi, c'est de permettre de construire des bassins économiques locaux, de reconstruire un tissu industriel. Parce que se mettre en compétition avec des pays qui seront toujours plus compétitifs, où il y aura toujours moins de droits, est dangereux. Donc nous avons partout en Europe des économies qui petit à petit font émerger des travailleurs pauvres. Est-ce que c'est ce modèle-là que nous voulons? Donc la question est de savoir si... c'est pas de faire faciliter l'investissement dans notre pays. C'est pas seulement de faciliter l'investissement, c'est aussi de permettre que les gens, c'est aussi de permettre que les citoyens puissent avoir accès à des produits qui sont fabriqués pas trop loin, d'abord parce qu'environnementalement c'est une stupidité, qu'ils sachent quelle est la traçabilité, qu'il y ait réellement une volonté de la part des citoyens aussi de réorienter le peu de pouvoir d'achat qu'ils ont vers ce qui va créer de l'emploi ici. C'est toute une politique, c'est tout un environnement qui est à recréer. Ça se fera pas en 6 mois. Mais si on change les lois, le code du travail, sans changer les conditions extérieures qui font qu'aujourd'hui on a perdu 1,5 million d'emplois industriels en 15 ans, alors ça ne changera rien et on ne fera que baisser les droits. Ouvrons le jeu. Et là, peut-être qu'on aura des économies. Pour autant, doit-on maintenir des emplois non rentables? Moi, je pose juste la question. Les emplois non rentables. Qu'est-ce que c'est un emploi non rentable? Qu'est-ce que c'est rentable? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des emplois qui, on le sait, il y a des tas de pans de l'économie, malheureusement, qui ne rapportent plus, qui plombent l'économie. Par exemple. Professeur, par exemple, un emploi non rentable. J'aurais jamais osé. Quand même. Non, mais parce que justement, c'est toujours pareil. Il faut effectivement que ça rapporte. Et que ça rapporte à qui? À une minorité. Eh bien non, je suis désolée. Mais non, mais le monde a changé, chère madame. Il y a énormément d'emplois qui sont utiles, qui apportent de la richesse, effectivement, à l'ensemble de la société. Et c'est justement, je vous entends. Et j'entends des belles déclarations. Non, ce ne sont pas des belles déclarations. C'est ce que je pense, madame. Des grands mots. Vous dites qu'il faudrait plus de contrôleurs. Votre gouvernement en supprime des contrôleurs. Il supprime des contrôleurs sanitaires. On l'a vu avec le scandale. Je vous parle de la fiscalité, madame. On supprime des contrôleurs fiscaux, pour aller contrôler justement. Mais il en faut plus. Donc vous dites, mais votre gouvernement, il les supprime. On supprime
des inspecteurs du travail. C'est pas son gouvernement qui a supprimé d'abord. Oui. Je suis désolée, mais celui d'aujourd'hui aussi. Je pense que vous connaissez mieux le programme de Macron que moi et son désir de supprimer 120 000 postes dans la fonction publique. Donc, on est dans un gouvernement qui va créer ce fossé que vous êtes en train de dénoncer. Parce que je peux vous dire que c'est pas en faisant reculer les services publics, la présence de la Poste, des écoles, et en laissant les banques faire ce qu'elles veulent, c'est-à-dire fermer leurs antennes, y compris dans les bourgs ruraux, qu'on va combattre les déserts. Regardez ruraux, par exemple. Sur Internet, regardez la Poste dans les petits villages. Sur Internet. C'est formidable ce qu'ils ont fait. Savez-vous aussi que pour beaucoup de gens, y compris dans les campagnes, accéder à Internet à haut débit, ça reste un gros problème. Vous le gouvernement s'attaque à la fin des zones blanches. La réalité, c'est que on peut peut-être là aussi. Madame, on a une particularité. On a des Français qui ne veulent plus payer d'impôts. Et on a même Français qui veulent encore plus de services publics. Je prends le cas de l'hôpital. J'ai reçu des mails à Noël où il y avait une infirmière pour 400 malades. C'est tout simplement inadmissible. La priorité que je pense, madame. Je crois savoir que vous êtes enseignante. Je crois savoir que vous êtes enseignante. C'est un scandale quand les jeunes policiers ou jeunes enseignants sortent de l'école et surtout dans des quartiers prioritaires en difficulté. Moi, j'estime que les enseignants, tous les 5 ans, il devrait y avoir, comme dans toute entreprise, qui puissent avoir la possibilité de travailler sur un quartier un peu plus polaire, un quartier plus facile. Je pense que pour moi, l'école doit être revue. Et c'est un vrai débat qu'on doit voir ensemble. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron... aussi Sébastien Borgna. Merci évidemment que nos républicains du jour. Sanctionné. Merci beaucoup Marie. Plus précisément, il a parlé de faux bons sentiments. Le président, c'est ça d'ailleurs qui a posé problème. Nathalie Arthaud, votre position là-dessus, est-ce que vous comprenez que certaines associations refusent de le voir? Est-ce que vous comprenez leur colère? Est-ce que vous les soutenez? Totalement. Moi, je pense que cette politique vis-à-vis des migrants est humainement inacceptable. Elle est honteuse et puis elle est criminelle, tout simplement. Parce que criminelle? Oui, criminelle, bien sûr. Pourquoi? Parce que, par exemple, sur Calais, il y a eu le mois dernier 3 migrants morts. 3 migrants morts. Pas tués par la police, c'est sur des accidents. Mais dans une telle situation qu'ils sont forcés de risquer leur vie, qu'ils sont forcés de prendre des risques pour aller justement là où ils espèrent. Alors, on ne peut pas dire que c'est criminel. On met les mots dans ont une un sens, Nathalie Arthaud, quand même. Écoutez, ces femmes et ces hommes, vous le savez, ils ont risqué leur vie en traversant la Méditerranée. Ce sont des survivants. Chaque semaine, il y a des centaines de femmes et d'hommes qui... Mais ils ont donc de ce fait un droit à rester sur le sol français. Ce sont des survivants. Qu'est-ce qui se passe arrivé ici? Ils croient peut-être que leurs souffrances sont terminées. Eh bien non, ils continuent d'être pourchassés, harcelés, matraqués. Quand ils trouvent quelques refuges, ils sont toujours poussés plus loin. Regardez ces images. Là, d'Emmanuel Macron? Non, les images qu'on voit là de ces tentes qui sont... parce que voilà, ils n'ont même pas d'endroit pour souffler. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il a fallu que les associations se battent pour avoir un point d'eau, pour pouvoir mettre en place des toilettes. Écoutez, il y a un témoignage. Alors pourquoi viennent-ils? Il faut les accueillir en France. Oui, il faut les accueillir. Oui, bien sûr. Tout le monde, politique, économique. Mais vous dites que c'est effroyable, pourquoi viennent-ils? Et quand j'entends M. Collomb dire qu'ils n'ont pas vocation à venir en France. Mais je me pose la question. Ces femmes et ces hommes qui fuient le Soudan, qui fuient la guerre, qui fuient... y compris le Mali, où il y a aussi la guerre, qui fuient la misère, qui fuient des persécutions. Où ont-ils vocation à vivre? Où ont-ils le droit de vivre, ces femmes et ces hommes? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Et oui, alors, d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est qu'à Calais, au bout du compte, on ne veut pas, le gouvernement ne veut pas accueillir ces... Mais vous comprenez la population de Calais? Oui, c'est eux qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas habiter à Calais. La plupart, il ne leur reconnaît pas le droit de déposer une demande d'asile en France. C'est ça la réalité. Et en plus, ils ne veulent pas les laisser passer en Angleterre. Donc, ils sont censés faire quoi? Ils sont censés faire quoi? Alors voilà, ils se cachent dans des trous, dans des bois. Il y a un témoignage dans le journal L'Humanité aujourd'hui qui est scandaleux. Bon, un habitant de Calais voit un migrant dans la nuit, etc., accroupi, en train de boire dans une flaque d'eau.
Voilà ce qui se passe dans le pays. Oui, je dis que c'est une politique criminelle, tout simplement. Donc oui, on pourrait accueillir ces femmes et ces hommes. Et ça suffit de dire oui, mais c'est pas possible, ils sont trop nombreux. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, vous en avez fait la démonstration en chiffres. Non, parce que M. Vignal parlait uniquement de réfugiés titulaires du droit d'asile. J'ai entendu M. Collomb expliquer qu'il y avait 185 000 personnes, impossible d'accueillir 185 000 personnes. Vous savez, les 100 000 qui ont demandé l'asile, plus 85 000 personnes qui seraient empêchées de s'installer. Vous savez quel est le premier pays de demande d'asile ? 185 000. Vous savez quel est le premier pays de demande d'asile ? Je ne sais pas. C'est l'Albanie. Oui. Je ne sais pas. Est-ce que l'Albanie est un pays en guerre ? Est-ce que l'Albanie est un pays où on est persécuté ? Écoutez, de toute façon, moi je suis pour la liberté de circulation et d'installation. Vous savez, même ici en France, quand vous avez vos enfants, demain vont dire « je veux faire ma vie au Canada, je veux faire ma vie en Australie », il y a des quotas d'étrangers au Canada. Ils vont pouvoir. Il y a des permis à la semaine. Il n'y a pas de problème. Tout le monde n'entre pas au Canada. La liberté de circulation et d'installation. Mais ces pays-là ne font pas la liberté de circulation. Doivent avoir la liberté de circulation et d'installation, voilà, tout simplement. Et qu'on ne nous dise pas, il y a 66, 67 millions d'habitants en France. Ce sont des pays qui sont beaucoup plus restrictifs que la France sur l'immigration. Ils ne veulent que des diplômés, que les gens dont ils ont besoin. Tout le monde se targue. Ils vont être rentables pour le pays, bien sûr. Terre d'accueil, avec ses idéaux, les lumières, etc. etc. Bon, moi, ce que je vois, c'est qu'on a un gouvernement qui tourne effectivement le dos à tout cela. Et je le dénonce. Non, madame, un discours excessif, là. Madame, là, prenez le cas de Calais. Il y avait 8000 personnes. C'était pas possible de les garder dans les conditions. Vous voyez les conditions. Elles sont restées, les conditions. Madame, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ils se sont éparpillés sur toute la côte, mais écoutez ils sont bien, là. Est-ce qu'on doit recréer encore une jungle de Calais, ou est-ce qu'on doit très tranquillement prendre effectivement ceux qui sont en situation de difficulté, qui sont en asile politique, ceux qui sont partis, qui ont fui la guerre, ceux qui ont traversé la Méditerranée, ceux qui en ce moment traversent les Alpes en t-shirt. Oui. Ceux-là, moi j'estime que c'est ça la France. C'est qu'on puisse. Ils sont renvoyés, vous le savez très bien, ceux qui sont qui passent par la veille de la Roya, tous, madame. Non, c'est pas ça, pas droit au séjour. Ceux qui ont droit. Des militants qui sont aujourd'hui devant les tribunaux. Oui, ceux qui ont droit. Ceux qui ont le droit français, qui fait la force de la France, il faut les répartir sur l'ensemble du territoire national. On évitera, madame, mais l'exemple de Lunel-Viel, j'écrirai au président de la République pour prendre Lunel-Viel, cette petite ville, un exemple. Je vous l'ai démontré. Même si c'est 500 000, ça fait 14 personnes dans nos communes de France. Mais la plupart, Patrick Vignal. Oui, mais répartir ceux qui ont le droit d'être là. On écoute Gérard Collomb, pardon. Le ministre de l'Intérieur, on écoute Nathalie Arnaud. Gérard Collomb. Ceux qui méritent d'être choisis. De militants associatifs qui sont quand même sur le terrain et qui voient des choses qui sont inadmissibles et des dérives. Ce sont les associations qui les dénoncent et qui en parlent parfaitement. Oui, il faut le dire. Écoutez, moi, j'ai visité un camp de Roms à Montpellier. Je me disais que j'étais impuissant et que je n'avais pas le droit. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. J'ai des gamines qui sont enfin, les Roms, c'est un autre sujet. Mais madame, c'est des êtres humains aussi. Oui, c'est vrai. J'ai vu une gamine de 12 ans avec un bébé dans les bras, il n'y a pas de chauffage, rien. On est quand même la 6e puissance du monde. Quelque part, quand même, je pense qu'on doit aussi faire des choses. On est aussi le 5e pays d'accueil des étrangers. Oui. Mais je pense pas si mal. En France aussi. Et d'ailleurs, il y a certains étrangers qui rendent grâce à la France d'être accueillis ainsi. Regardez par exemple ce Soudanais qui a discuté avec le président de la République il y a quelques minutes. Our president, not in front of you, but in my heart. I'm coming from Sudan, from South Sudan. There's war there. You see. My leg, okay? Some people die. My children is there, I don't know. Échange très fort, évidemment. On voit bien la différence entre les réfugiés économiques et ceux qui arrivent de pays en guerre. Nathalie Arthaud, pas d'accord avec ça? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Enfin, qui sommes-nous pour faire le tri entre les vrais et les faux réfugiés? Est-ce que la famine, est-ce que la misère, est-ce que la relégation dans des camps, y compris au Soudan, en Érythrée, etc., il y a des enfants qui sont présents dans des camps depuis toujours et qui sont pourchassés dans leur propre pays, qui sont en but à l'ostracisme, etc. Mais ils ont un droit à arriver en France. Mais c'est vrai dans la quasi-totalité des pays africains. Non, mais bien sûr que si. Non. Eh bien, c'est pas un pays africain, c'est même l'Europe.
écoutez, et donc moi je pense que ce sont des persécutions, que ces femmes et ces hommes, oui bien sûr, ils doivent avoir le droit de s'installer où ils veulent, et je pense que c'est tout à fait accessible à un pays comme la France. Et par ailleurs, encore une fois, l'Albanie, c'est un pays où on persécute, Nathalie Arthaud ? Oui. Écoutez, moi, le problème des Albanais, honnêtement, je ne le connais pas. Ce que je pense, c'est que, encore une fois, la liberté qu'on revendique pour soi-même, la liberté qu'on revendique pour soi-même, c'est-à-dire d'aller et venir, de pouvoir faire sa vie là où on peut la gagner, parce qu'on n'a parfois pas le choix, parce que là où on est, on trouve pas de boulot, parce qu'on n'arrive pas à faire vivre sa famille, eh bien, on doit la reconnaître à d'autres cette liberté-là. Mais évidemment, mais écoutez, quand on est aisé, quand ça va bien dans sa vie, quand on est bien installé, on n'a aucune raison de partir. Aucune raison de partir. Ben, c'est autre chose quand justement on n'arrive pas à faire vivre sa famille, où qu'on soit. Donc voilà, et je voudrais... parce que c'est pas qu'un problème humain. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que finalement, c'est une politique qui se retournera contre l'ensemble des travailleurs, en fait, cette politique-là. Bernard Cazeneuve en 1, Nicolas Sarkozy en 2 pour ceux qui se sont rendus le plus à Calais. Enfin, je voudrais rappeler quand même un point sur la prise en charge des immigrés, y compris en situation irrégulière. La France est quand même un pays qui a créé un dispositif, l'aide médicale d'État, qui permet d'avoir pour tous les étrangers, y compris ceux en situation irrégulière, une prise en charge médicale. Et c'est une particularité de notre pays. Je trouve que pour un pays criminel, c'est quand même pas mal. Allez, il y a un autre politique criminelle, et je le dis, je le redis, oui, effectivement. Et par ailleurs, je voulais aussi réagir sur le fait d'opposer les 12 millions de pauvres qu'il y a en France aux migrants. Vous les opposez. C'est ce discours qu'on entend en permanence. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je n'ai pas dit ça. C'est une formule qui est répétée en permanence. Mais la France doit en prendre sa part. Et qui semble frapper du coin du bon sens. Moi, je tiens à dire que la misère, ça se combat. La misère, ça se combat. Et que fait le gouvernement pour combattre la misère et la pauvreté en France? Les 12 millions de pauvres, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour combattre la misère en Afrique, en Europe de l'Est? Que fait-il? Donc, non mais il y a une hypocrisie. Il y a une hypocrisie partout. Et il y a un calcul. On va changer de sujet. Une misère à une autre. On va changer de sujet parce que... à d'autres pauvres. Et ça, c'est une diversion politique. Je vous rappelle que vous entendrez... C'est forcément contraire aux intérêts des... Paieront. Ils la paieront autrement. Le gouvernement, d'après vous, Catherine Evrard, il va compenser comment? Le gouvernement? Oui, il pour a déjà cette somme, la taxe d'inondation. Attendez, il va compenser par d'autres impôts. On en a déjà 250, donc il n'y a pas de problème. On peut encore en rajouter une. Donc vous n'y croyez pas quand le gouvernement ne dit pas de nouvel impôt? Tous les présidents de la République ont dit ça depuis des années et on voit que ça se rajoute, ça se rajoute. Donc vous ne croyez pas à la parole politique, en fait. Mais écoutez, y compris des impôts ridicules. Il y a parfois quelques éléments qui pourraient écoutez, les impôts sur le ski de fond, les impôts ceci, non mais regardez les impôts, il y a toujours les... Non mais attendez. Regardez, sur la taxe d'inondation, ça m'a amusé parce que on a dit, en fait, on va remplacer par une taxe inondation. La taxe inondation, elle existait déjà, cette contribution, et effectivement, elle était jumelée, elle était collectée avec la taxe d'habitation. Donc, on n'a pas créé un impôt nouveau, simplement, elle va apparaître en tant que telle sur une taxe inondation que peuvent prélever les communes. C'est pas une obligation, que peuvent prélever les communes. Donc, effectivement, quand elle s'est détachée de la taxe d'habitation, plus de 360 taxes et impôts. Donc effectivement, on a un peu une overdose de ces nouvelles taxes. On imagine, Nathalie Arthaud, que vous n'allez pas nous dire qu'il y a trop d'impôts en France. En revanche, est-ce qu'on ne peut pas retrouver un peu de cohérence là-dessus, faire un peu le ménage dans toutes ces taxes? Non mais le problème, c'est qui paye les impôts. C'est ça le problème. Et effectivement, toujours les mêmes. Les 10 milliards que le gouvernement va devoir trouver du fait de la disparition de la taxe d'habitation, ils seront payés, ces milliards, forcément, par... les plus pauvres et les plus modestes qui ont justement besoin de l'appui, qui ont justement besoin de l'appui des collectivités locales, qui ont besoin qu'il y ait une maison de santé, qui ont besoin qu'il y ait des équipements sportifs, pour que la vie continue, tout simplement, qui ont besoin de cantines, qui ont besoin de crèches, qui ont besoin de maisons de retraite pour les anciens, qui ont besoin... Alors que ça manque cruellement. Les EHPAD, aujourd'hui, on a vu la grande misère des établissements pour personnes dépendantes. C'est 34 000 € par personne, ils n'ont pas les moyens de payer. Eh bien, ces 10 milliards, ils vont être encore enlevés
au peu qui existe. Et par ailleurs, il peut effectivement le trouver autrement en augmentant les impôts. D'ailleurs, il n'est pas obligé d'en inventer de nouveau. Il peut très bien augmenter encore la CSG. Il est sur la bonne voie. Là, il a augmenté de 1,7 point. Peut-être que dans 2 ans, ça sera 2 ou ça sera 3 points. Et je vous donne... Voilà ce qui va se passer. Et je suis très choquée d'entendre dire que c'est la gabegie dans le public. Vous nous dites, Madame Bachelot, quand même... J'ai pas dit ça. C'est la gabegie. Si vous êtes en train de dire ça... Je dis qu'il y a des dépenses insensées dans les collectivités. Moi, je pense que la France, c'est un pays effectivement très riche, où l'argent coule à flot à un pôle de la société. Je tiens à rappeler quelques chiffres qu'il est toujours bon d'avoir en tête. C'est que les 10 plus grandes fortunes du pays possèdent la moitié du budget de l'État. On conclut avec un chiffre, puisqu'on est sur les finances publiques. Sachez ces que grandes fortunes, mais qui sont insolentes. On est à chercher quelques millions d'euros. Information Nathalie qui arrive de Bercy. Le déficit budgétaire est plus bas qu'en 2008. C'est amélioration de 1,3 milliard d'euros sur le déficit en 2017 par rapport à 2016. Évidemment, on se frotte les mains du côté.